Bonjour à tous, et cette semaine on va parler pour la première fois sur la chaîne d'un peintre. Il s'agit de Vincent Willem van Gogh, bien évidemment l'un des plus grands. Il est né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert, un petit village de Hollande. Il est le deuxième enfant de la famille, mais c'est un cas particulier, il ne connaîtra jamais son grand frère qui sera malheureusement mort-né. Son grand frère qui s'appelait aussi Vincent, les parents ont donc donné le même nom à leur deuxième enfant et le peintre le vivra assez mal. Il le découvrira à l'âge adulte en voyant dans le cimetière familial une tombe portant son nom, ce qui, je veux bien le comprendre, n'est pas forcément très agréable. Fils d'un pasteur protestant, il fut baigné dès son plus jeune âge dans la religion. Il passe une enfance seule au point de ne pas aller à l'école et de suivre un cursus à distance. Il sera tout de même assez proche de son deuxième frère, plus jeune que lui, Théodorus, dit Théo, beaucoup plus simple. Il deviendra son plus grand ami et confident. Ils auront une longue correspondance de plus de 600 lettres tout au long de leur vie, et Théo apportera à maintes reprises une aide financière à son frère, qui se retrouvera assez régulièrement dans le besoin. En 1869, il est commis dans la galerie d'art Goupil et compagnie, galerie fondée par son oncle à La Haye, toujours en Hollande. Il passera ensuite par la succursale londonienne puis celle de Paris, avant de démissionner en 1876. Métier qu'il appréciera très peu, car pour lui l'art ne se commercialise pas, mais on y reviendra plus tard. Pendant cette période, il vivra sa première déception amoureuse. En effet, il tombe amoureux de la fille d'une amie de son oncle, fille qui l'héberge. Le souci, c'est qu'elle n'est pas très intéressée de son côté. Elle se trouve déjà être en couple, et son insistance poussera son hôte à le renvoyer. Il sera donc à la rue. C'est assez dur. Vincent van Gogh décide alors de se tourner vers la vie religieuse. Il sera prédicateur dans un faubourg ouvrier de Londres, avant d'entreprendre des études à la faculté de théologie d'Amsterdam. On pourra dire qu'il a pas mal voyagé. Il obtient en 1879 une mission d'évangélisation en Belgique, auprès des mineurs du Borinage et partage leurs conditions de vie, extrêmement dures d'ailleurs, au point qu'il dormira sur de la paille et ne mangera presque plus. Il se mettra vraiment au même niveau que les personnes qu'il doit côtoyer. Il traduira d'ailleurs cette découverte de la misère humaine dans les tableaux sombres comme Les Mangeurs de pommes de terre. Son implication auprès des plus modestes est cependant jugée excessive par ses supérieurs et son poste n'est pas renouvelé. À 27 ans, après cette mission, il rencontre le peintre Gauguin et choisit de se consacrer à la peinture. Et on peut dire aujourd'hui avec un peu de recul qu'il a eu raison. Mais pas forcément pour lui. Il vivra aussi à ce moment-là une deuxième déception amoureuse marquante avec une de ses cousines, à l'époque, mais encore une fois, c'est à sens unique. En 1886, il rejoint son frère Théo à Paris. Il découvre les jeunes peintres parisiens, le Louvre et les estampes japonaises. À leur contact et sous leur influence, les tableaux de Van Gogh prennent un peu de couleur, et en février 88, Van Gogh quitte Paris et s'installe à Arles, sous le soleil de la Provence. Son style de peinture se modifie, ses toiles sont plus colorées, il peint par larges touches courbes et utilise abondamment les couleurs jaune, vert et bleu, couleurs très répandues en Provence. Il crée son style inimitable qui atteint son apogée avec La Chambre à coucher en 1889 et La Nuit étoilée de la même année, qui a été fini pendant un passage en hôpital psychiatrique. En effet, le peintre a une santé mentale assez instable, et on va en parler. Son passage en hôpital fait suite au fait qu'il se soit coupé l'oreille, à une automutilation, qui fait elle-même suite à une autre déception amoureuse avec sa voisine, et au décès de son père. Revenons à son automutilation. Rêvant de vivre en communauté d'artistes, il invite Gauguin à le rejoindre à Arles. Ils vivent et peignent ensemble, mais au bout de 2 mois, leur relation se détériore. Le 23 décembre 1888, Vincent menace Gauguin avec un rasoir. Cette nuit-là, Vincent est probablement en proie à une nouvelle crise de démence, et comme Gauguin n'est pas retenu par la menace de Van Gogh et qu'il s'en va, Van Gogh décide alors de se mutiler l'oreille gauche. Il l'enveloppe et va l'offrir à sa maîtresse Rachel, qui est une prostituée. Il sera hospitalisé dès le lendemain, hospitalisation qu'on ne peut pas qualifier d'excessive, je pense. Après un bref retour chez lui dans la maison jaune, Van Gogh entre de plein gré dans un asile près de Saint-Rémy de Provence en mai 1889. Il continue à peindre et fait quelques copies de tableaux, mais reste tout de même victime de violentes crises qui fragilisent sa mémoire et Van Gogh décide de retourner en région parisienne, non loin de chez son frère, à Auvers-sur-Oise. Il est suivi par le docteur Gachet, un ami de la peinture et du style impressionniste. Ce dernier s'occupe de lui et apprécie son art. Van Gogh en fera d'ailleurs son portrait. Il créera plus de 80 peintures en 2 mois, dont le fameux portrait de son médecin, qui se vendra aux enchères pour des prix assez faramineux. Le 27 juillet 1890, le peintre tente de mettre fin à ses jours. Il se tire une balle dans la poitrine et succombera 2 jours plus tard des blessures. Il est alors âgé de 37 ans. Il est enterré au cimetière d'Auvers en présence de son frère Théo, du docteur Gachet et du peintre Bernard.
Malgré de graves troubles intérieurs, Van Gogh ne s'est quasiment jamais arrêté de peindre, et en 8 ans il a réalisé près de 900 tableaux et un millier de dessins, mais beaucoup ont été détruits par l'auteur car ça ne lui plaisait pas. Malgré sa vie de misère et sans avoir l'admiration que certains auront pour son art, il faut savoir que Van Gogh fait partie de ces personnalités qui sont décédées sans jamais avoir su l'impact qu'ils auront sur le monde, et sans jamais avoir su l'ampleur que va prendre leurs œuvres. On peut noter par exemple dans ces personnes Christophe Colomb qui n'a jamais su réellement qu'il avait découvert un nouveau continent. Et pour revenir à Van Gogh, il est encore aujourd'hui une source d'inspiration dans l'art, avec pas mal de peintres qui restent fans de son art, il est encore étudié et observé aujourd'hui. Et on peut noter aussi une espèce de fascination pour sa personne. On le voit notamment avec sa multitude d'adaptations au cinéma, sur le petit écran, les séries, on note son passage dans la série Doctor Who ou des biopics par exemple, un peu comme Winston Churchill qu'on a fait précédemment. Et pour revenir aux chiffres vertigineux qu'on parlait tout à l'heure, et pour bien montrer et revenir à ce que je disais au début que pour lui l'art ne se vendait pas, il faut savoir que de son vivant il n'a vendu qu'un seul tableau pour 100 francs, parce qu'il n'était vraiment plus en mesure de payer son train de vie, qui n'était pas très excessif, on va se mentir. Et pour revenir au tableau de son médecin qui était vendu à des sommes faramineuses, on parle bien entendu de la vente aux enchères de 1990, où le portrait s'est vendu à 82,5 millions de dollars. Van Gogh n'aura donc jamais connu les rançons de sa gloire, et c'est sur ce chiffre astronomique que je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo autour de l'Union Européenne cette fois-ci.